Alors, pour vous dire juste un petit mot pour me présenter, tout simplement. Donc, je m'appelle Geneviève Herry-Arnaud. Donc, je suis professeure des universités à la faculté de médecine de Brest et également praticien hospitalier au CHRU. Donc, je suis responsable de la bactériologie et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années avec mon laboratoire et toute mon équipe qu'on s'intéresse à cette nouvelle matière en microbiologie qui s'appelle le microbiote. Alors, quand on est à la pointe extrême ouest comme ça de la Bretagne, pour exister, il faut penser un petit peu différemment et c'est probablement ce qui nous a poussé avec mon équipe à s'intéresser peut-être avant que les médecins ou avant que même les microbiologistes médicaux s'intéressent au microbiote, ce qui m'autorise aujourd'hui à vous en parler avec un petit peu de recul. Sachant que voilà, on est loin de tout connaître comme vous allez le voir. Donc mon laboratoire est dans une unité INSERM, l'UMR 1078. Il faut toujours des noms, des acronymes, ça fait sérieux. Qui historiquement est une unité qui a été créée par un généticien, le professeur Ferret, que vous connaissez peut-être. Donc qui s'intéressait à la mucoviscidose et de la mucoviscidose aux infections pulmonaires. Il n'y a qu'un pas. Et donc d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous en dire un mot. Et c'est comme ça que j'en suis venue presque naturellement à m'intéresser au microbiote, qui est une façon finalement de s'approprier, de mieux comprendre une maladie pour essayer de la guérir. Alors la guérir, c'est tout de suite un challenge, mais c'est quand même notre finalité quand on travaille en milieu hospitalier. Et puis, tout récemment, j'ai créé un centre. Alors, c'est le CEBAM. Il faut pareil des acronymes. C'est un centre qui a vocation à analyser le microbiote. Alors, pas à destination du grand public. Il y aura peut-être des questions là-dessus, mais au jour d'aujourd'hui, je ne propose pas d'analyse pour des individus. Mais je mets ce service d'analyse du microbiote au service des médecins qui font de la recherche clinique dans mon hôpital. À Brest, on a un centre d'investigation clinique qui est très fer de lance. Ça a été d'ailleurs le premier centre d'investigation clinique qui a été créé sur toute la France, avec quelqu'un qui a eu vraiment cette vision, qui était très visionnaire. Donc, il y a un centre très, très dynamique. Et j'ai voulu apporter en fait cette nouvelle brique à la compréhension et à l'analyse de la recherche clinique en proposant ce service aux chercheurs. Mais si la recherche marche et aboutit, peut-être que dans quelques années, effectivement, on pourra mettre ce service à disposition des patients individuellement parlant. Donc voilà pour ma présentation. Donc je remercie Nathalie Bourgougnon pour l'invitation, toute son équipe parce que je suis très impressionnée par l'organisation quand même. C'est déjà un superbe amphi et puis merci pour l'affiche. Voilà, super design. Enfin vraiment, je suis dans toutes les bonnes conditions pour essayer de vous faire une bonne conférence. Alors donc pour commencer, je voulais souligner un point qui est assez intéressant. Alors c'est vrai qu'en prenant un petit peu d'âge, c'est probablement un signe qu'on prend de l'âge quand on s'intéresse à l'histoire. Et donc je m'intéresse de plus en plus à l'histoire de la médecine. C'est aussi une façon de prendre un petit peu de modestie parce que quand on est jeune, on pense tout découvrir, tout connaître. Et puis quand on retourne vers l'histoire de la médecine et tout ce qui a été trouvé par nos anciens, on se rend compte que finalement, ils avaient découvert bien de choses et bien compris beaucoup de choses bien avant nous. Et donc, en m'intéressant à ces aspects un petit peu historiques, sociologiques aussi autour de la médecine, il y a un philosophe des sciences qui est très intéressant, qui s'appelle Karl Popper. Alors, les vrais philosophes vous diront que c'est pas de la philosophie, mais moi, ça me va très bien. Et qui, en fait, a expliqué que finalement, la technologie permet de modifier les prospectives scientifiques, alors que c'est vraiment l'observation qui induit des révolutions scientifiques. Et ça, c'est une phrase sur laquelle on peut réfléchir. C'est vrai que la technologie, ça reste un outil et il faut derrière avoir une vision très large, le sens de l'observation pour pouvoir utiliser à bon escient une technologie et comprendre le monde qui s'ouvre à nous. Et dans ma discipline, qui est la bactériologie, c'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec un néerlandais, alors je vais me risquer à prononcer son nom, c'est Anthony van Leeuwenhoek, qui était en fait
un microbiologiste, puisqu'à l'époque, la microbiologie n'existait pas. C'était un érudit de l'époque, passionné par les lentilles. Et donc, en fait, son but à lui, c'était de polisser des lentilles pour pouvoir observer le monde le plus petit. Et donc, c'est lui qui a réussi à observer pour la première fois, des organismes microscopiques. Il avait réussi à grossir 300 fois ce qu'il observait. Et donc, il a décrit ce qu'il a appelé à l'époque les animalcules. Donc, il a même laissé, vous voyez, ces magnifiques planches de dessin. Et finalement, on se rend compte avec le recul que ça a été le premier au monde qui a pu observer cet infiniment petit. Donc ça, c'est vraiment un outil technologique, le microscope, qui a permis de donner naissance à la microbiologie, la science qui m'anime depuis quelques années. Et on n'a pas quitté cet outil technologique. On a toujours, dans tous les laboratoires, le bon vieux microscope qui permet souvent la première observation des microbes. Alors, quand on fait un grand saut dans l'histoire, on arrive à notre siècle, le 21e siècle, et là, il y a une nouvelle technologie qui nous permet d'observer le monde microscopique, mais de façon complètement différente, qu'on appelle le séquençage haut débit, alors qu'on peut voir un peu comme un stéthoscope, mais qui va ausculter à l'échelle moléculaire, à l'échelle de l'ADN. Et en fait, tout ça, c'est parti de la nécessité de pouvoir séquencer le génome humain. Et donc, nous, microbiologistes, quand on parle de microbiote, quelque part, c'est aussi parce que derrière, nos collègues généticiens ont mis énormément d'investissements pour pouvoir séquencer le génome humain. Et donc, vous voyez une façon un petit peu triviale de voir les progrès de la science. Avec les vieilles technologies de séquençage de l'ADN qu'on appelle la technologie de Sanger, il a fallu, vous voyez, 13 ans, entre les années 90 et 2003, pour pouvoir séquencer la totalité du génome humain. Et ça a coûté aux Américains 3 milliards de dollars. Et donc, il y a un Américain, qui avait fondé une société, alors j'ai pas d'action chez eux, donc je vais en parler, la société Illumina, qui a dit, c'est pas possible, ça va beaucoup trop lentement, il faut faire de la recherche et développement et trouver une technologie qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le séquençage. Et effectivement, c'est la technologie Illumina qui est née, donc ça a commencé à être appliqué dans les années 2016. Alors, il y avait d'autres technologies avant, mais c'est vraiment eux qui ont donné l'impulsion dans le séquençage au débit. Et vous voyez, en 2016, il avait dit qu'il faut qu'on puisse séquencer le génome humain en quelques jours. Les Américains ont réussi, donc en 3 jours, ils séquencent le génome humain pour $1000. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une révolution technologique avec forcément à la clé aussi une baisse des coûts qui nous permet après, nous dans les laboratoires et à l'hôpital, maintenant c'est des outils qu'on a tous, en tout cas dans les centres hospitalo-universitaires, et vous en avez peut-être entendu parler avec le fameux SARS-CoV-2 qui permet de séquencer tout, le génome humain, mais également les génomes microbiens. Donc, quand on récapitule finalement ce passage du XVIIe siècle au XXIe siècle, l'allégorie de l'iceberg, c'est toujours très pratique, on peut la ressortir pour plein de raisons, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plutôt bien approprié. Quand on utilisait le microscope et puis les techniques du XIXe siècle, comme la bonne vieille boîte de Petri, donc la culture bactériologique sur des boîtes, qui a été créé par Monsieur Petri, qui était un collaborateur de Robert Koch, un des grands microbiologistes du XIXe siècle. Eh bien, en fait, ce qu'on a décrit, c'est une partie, en fait, la partie émergée du monde microbien. Et on sait essentiellement, mais c'était tout à fait compréhensible étant donné les épidémies qui causaient un nombre de morbimortalité très important, on s'est intéressé essentiellement à cette époque-là et jusqu'au XXe siècle aux grands pathogènes bactériens, syphilis, tuberculose, infection à staphylocoque doré, infection à streptocoque, et j'en passe et des meilleurs, mais on a mis en gros tous nos efforts sur cette partie émergée de l'iceberg en ayant comme approche une approche basée sur la culture des microbes. Et en fait, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, ce séquençage au débit, ce stéthoscope moléculaire, ce qu'on est en train à l'heure actuelle de découvrir, c'est ce que j'ai appelé la majorité invisible, donc toutes ces foultitudes de microbes
qu'on imaginait, on imaginait bien qu'il y avait des microbes qui étaient là, mais sans forcément être capable déjà de se rendre compte de la quantité et sans se rendre compte de tout le rôle que jouaient ces bactéries. Et donc, si bien qu'on arrive maintenant à une époque, et c'est vrai que je vois il y a quelques jeunes, je vais faire l'apologie de ma science, la bactériologie, on arrive à une époque qui est formidable quand on est bactériologue, parce qu'on a à la fois, alors c'est un peu la guerre entre les anciens et les modernes, mais moi je vais essayer de réconcilier tout le monde, un peu à l'image de cette audience, de cet amphi, où on a à la fois voilà, tout ce qu'on sait qui nous est hérité des connaissances qui viennent de la boîte de culture, de la boîte de pétri, qui vaut toujours, qui a toujours bien sûr séance et qui est toujours légitime, et dans nos laboratoires, on a plein de boîtes de pétri, et puis les modernes qui arrivent avec ces technologies de séquençage haut débit. Alors, je vous ai pas montré des images, mais à l'époque, les premiers séquenceurs haut débit qui ont été créés, en gros, ils remplissaient une grosse partie de ça. Et puis, il fallait des gros ordinateurs. Enfin, ça prenait énormément de place. Et maintenant, les progrès, de la technologie sont tels que vous avez des séquenceurs haut débit qui tiennent dans une main, qui sont pas plus grands qu'une clé USB et qu'on peut emporter partout pour faire du séquençage haut débit, aller décrire des microbes, par exemple, dans les grandes profondeurs marines. Donc, c'est un petit peu ce conflit-là avec ce passage, ce changement un peu de paradigme où on parlait avant de microbes et maintenant, on va parler de microbiote. Alors, le microbiote, c'est quoi ? Ça correspond en fait à ce qu'on appelait autrefois la flore. On parlait beaucoup de flore intestinale. Le microbiote, c'est la flore intestinale, sauf que la flore avait une notion extrêmement passive, c'est-à-dire on sait qu'on a une flore intestinale, mais en gros, elle était là, ça faisait partie de nous, mais un peu... On s'en préoccupait pas. Quand on dit le mot microbiote, on donne déjà une connotation beaucoup plus active et on donne un sens à ces millions, ces milliards de microbes qui nous peuplent et que finalement, avec le temps, moi je considère comme étant un véritable organe en soi. Comme on va le voir, la définition d'un organe, c'est avoir une structure, avoir des fonctions. Et quand les fonctions ne marchent plus, on dit que l'organe est malade, eh bien on voit qu'on peut tout à fait faire le parallèle avec la notion de microbiote. On va décrire une structure d'un microbiote, digestif, cutané, vaginal, etc., etc. Et puis on va décrire des fonctions du microbiote. Donc c'est un organe qui n'est pas forcément palpable, mais en tout cas qui est auscultable pour peu qu'on ait accès à cette nouvelle technologie de séquençage haut débit. Alors une façon un peu, encore une fois, on va dire triviale de mesurer ce qu'une nouvelle technologie et une nouvelle entité apportent en médecine, c'est d'aller sur un moteur de recherche. Alors là, on n'est pas sur Google, mais on est sur le moteur de recherche que connaissent tous les médecins qui s'intéressent, qui lisent la littérature scientifique. Ça s'appelle PubMed, donc c'est un site américain. Et vous tapez ces deux mots très simples, Human Microbiome, parce que aujourd'hui, mon propos va se cantonner au microbiote humain. Et vous voyez, en gros, on peut remonter jusqu'en 1956, on peut trouver des publications de cette époque, encéphalogramme plat jusqu'à peu près les années 2008, et après, ça part avec une courbe qui est exponentielle. Donc quand on voit ça, c'est pas un effet de mode. Si c'était juste un effet de mode, au bout d'un moment, comme vous le savez, les modes passent et ça retombe. Là, le soufflet ne retombe pas et vous voyez, on a un nombre de publications qui ne se dément pas tous les ans. J'ai regardé pour une année complète, donc la plus proche, c'est l'année 2020. Vous voyez, on est à plus de 18 000 publications uniquement sur le microbiome humain. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Il est juste impossible maintenant d'avoir une connaissance exhaustive sur toute cette nouvelle connaissance qui commence à diffuser. Alors, pour vous donner quelques couvertures que vous connaissez peut-être certains, donc il y a une Allemande Julia Enders, qui a fait un blockbuster avec son livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Je suis sûre que certains d'entre vous l'ont lu, où elle démystifie un peu toutes les, on va dire, les problématiques autour du microbiote intestinal. Vous voyez, Courrier International, c'était déjà il y a plusieurs années, titrait Nos amis les bactéries. Maintenant, vous allez dans n'importe quel
librairie, vous allez trouver des recettes microbiotes, mais on peut en rire, mais en même temps, il y a quand même des choses assez sérieuses et j'aurai l'occasion de vous en parler. Et puis, vers la littérature scientifique, vous voyez, Scientific American, une des premières couvertures qui a fait vraiment date, c'est quand même Nature, donc c'est quand même une des grandes revues scientifiques avec Science, qui a titré Notre autre génome en parlant de ce microbiome qui finalement est l'autre partie ADN de notre corps. J'aurai l'occasion d'y revenir. Cell, une revue qui pour moi est une énorme référence, qui en plus d'ailleurs a toujours des présentations, enfin un graphisme magnifique. Et puis vous voyez même The Economist attitré sur voilà, ces microbes qui font que nous sommes des hommes. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais le titre est excellent. Et si The Economist fait la une sur ça, ça veut dire que derrière aussi, il y a plein de considérations économiques que je ne vais pas aborder, c'est pas tout à fait mon domaine, mais c'est aussi la preuve qu'il se passe bien quelque chose autour de cette nouvelle entité. Alors, quand on parle de microbiote, c'est finalement quelque part une découverte de l'autre soi, et finalement on découvre que l'être humain est comme un super organisme, un méta-organisme, et quand on regarde de quoi il est composé, grâce à ces nouvelles technologies de séquençage, on voit que toutes les branches du vivant sont retrouvées chez un même individu. On va retrouver donc des bactéries, et moi je vais essentiellement parler de bactéries puisque je suis bactériologue, mais vous pouvez aussi trouver une foultitude de virus, notamment par exemple les bactériophages qu'on a tous en grande quantité dans l'intestin, des archées qui sont cette troisième branche du vivant qu'on ne connaît pas trop, qu'on a décrit au fond des océans mais qu'on en retrouve aussi dans notre intestin. Et puis, on va retrouver, alors plutôt là, on repart sur le monde des eucaryotes, à la différence des prokaryotes, des levures, des champignons, des protozoaires. Et puis, rassurez-vous, on a quand même quelques cellules humaines qui nous composent. Donc, je vais reprendre une phrase excellente d'un grand bactériologiste de l'Institut Pasteur qui s'appelle Philippe Sansonetti, qui nous décrit comme l'espèce Homo sapiens comme une espèce hybride. Et c'est tout à fait ça. On est fait pour moitié de cellules humaines, avec notre ADN qui nous vient de nos parents, mais également de cellules microbiennes. Alors, au tout début de la grande aventure du microbiome, de cette découverte de l'homme microbien, on a beaucoup exagéré, quitte à un petit peu faire peur. Alors, vous voyez, j'ai repris ce poster qui vient des États-Unis, qui dit, c'est une façon un petit peu de provoquer les choses en disant on est juste une immense boîte de pétri avec des baskets. Donc, au début, on a beaucoup exagéré, mais n'empêche que quand on fait le décompte, actuellement, les estimations, c'est de l'ordre de, vous voyez, 30 000 milliards de bactéries. Donc, on héberge tous dans notre corps 30 000 milliards de bactéries. Ça commence à en faire des zéros. Alors, on a beaucoup exagéré parce qu'au départ, on disait, oui, en fait, finalement, on est plus bactérien que humain. Il y a des chiffres qui ont circulé, où on disait, en gros, il y a 10 bactéries pour une seule cellule humaine. En réalité, et ça, c'est des travaux qui ont été faits dans les années 2016 par une équipe israélienne qui a refait les choses de manière très scientifique, qui a compté le nombre de cellules humaines versus le nombre de cellules bactériennes, donc de prokaryotes, et qui a trouvé qu'en fait, on serait... Le terme hybride convient bien, on est fait vraiment pour moitié de cellules eucaryotes et pour moitié de cellules prokaryotes. Pardon. Donc on est moitié-moitié et donc en gros on a un ratio de 1. Alors j'irai pas très très loin, mais je trouve que ces questions de notre humanité microbienne nous permettent aussi de nous interroger sur nous-mêmes. Alors, il y a quelques publications qui commencent à s'y intéresser et je pense que les anthropologues vont s'y intéresser si ce n'est pas déjà le cas. Où avant, finalement, l'être humain, on se définissait le qui suis-je comme une entité, un homme, une femme. Et maintenant, quand on veut s'interroger sur qui suis-je, eh bien, il faut s'interroger sur nous, mais c'est-à-dire nous, mais dans notre relation avec nos microbes. Donc, on va voir effectivement comment est-ce que on se définit par rapport à la relation intestin-cerveau. J'aurai l'occasion d'en dire un petit mot, mais on décrit maintenant le rôle très important du microbiote intestinal sur notre psyché. Donc, il faut bien aussi tenir compte de cette dimension microbienne quand on veut interroger notre partie cérébrale. Idem pour l'immunité, idem pour le génome. En fait, tous ces micro-organismes sont en interaction permanente avec nos cellules humaines, où qu'elles soient, et finalement s'interroger sur qui suis-je et aussi s'interroger sur cette moitié microbienne qui nous compose.
Alors, ce microbiome, c'est une façon de vous expliquer qu'on en a encore pour des années et des années de travaux, de recherche. C'est une unité extrêmement compliquée. En fait, c'est un réseau très dense en interaction. Donc déjà, quand on dit microbiote, j'ai commencé à vous dire, il y a des bactéries, effectivement, il y a des virus. Donc, vous savez que certains virus sont capables de tuer les bactéries. On appelle ça des bactériophages. Vous avez aussi des éléments fongiques. Par exemple, Candida, c'est une levure. Et donc déjà, rien qu'à l'échelle des microbes, ce petit monde-là est en interaction. C'est un petit peu la struggle for life, c'est-à-dire que les bactéries vont se livrer des guerres entre elles, certaines vont coopérer, et la même chose avec les virus, et la même chose avec les fongies. Donc déjà, ça fait un niveau de complexité qui est extrêmement difficile à comprendre et à appréhender. Après, vous allez rajouter la dimension humaine, et ça, c'est des données assez intéressantes. C'est qu'on sait que le microbiome est sous l'influence de l'expression de notre génome humain. Donc, nos chromosomes, quand ils s'expriment, vont façonner notre microbiome. Mais l'inverse est également vrai. Ça, c'est des données assez récentes. On parle d'épigénétique, la façon dont on peut finalement réguler l'ADN, enfin notre génome humain. Eh bien, on sait que maintenant, le microbiome est aussi capable de réguler l'expression de nos gènes. Donc ça rajoute aussi un niveau de complexité extrêmement important qu'il nous faudra, sur toutes les années à venir, essayer de mieux comprendre. Alors, je vous ai mis tout à l'heure la couverture de la revue Nature qui parlait de notre autre génome. Et alors ça, j'aime bien rappeler ces chiffres à mes amis généticiens avec qui je travaille. C'est que le génome humain, qui nous a coûté tant cher pour son premier séquençage, c'est 23 000 gènes. Bon, on se dit, oui, ça fait quand même un petit peu de monde. Mais si vous prenez tous les gènes de votre microbiote intestinal, eh bien, vous en avez 10 millions. Donc, c'est énorme. Et dans un individu, quand on prend tous les individus, on estime qu'on a à peu près 10 puissance 46 gènes microbiens dont on est loin d'avoir tout décrit. Donc là, c'est vraiment, on rentre dans le monde de l'infiniment grand, des big data, et on est vraiment là. Alors, une façon aussi de décrire ce microbiote, je vous ai commencé à vous dire que c'était un organe, c'est de le voir donc dans son unicité. Et ça, c'est des choses qui posent problème aussi. Et d'où le fait que pour l'instant, faire un test microbiote n'a pas tellement de sens. Parce chacun est unique par son microbiote. Donc en fait, ce qu'on va trouver chez un individu X ne sera pas forcément transposable chez un individu Y. Donc quand on fait de la recherche clinique, on prend des groupes de patients et là, on a des différences qui ont du sens d'un point de vue médical et scientifique. Mais à l'échelle individuelle, à l'heure actuelle, c'est très difficile d'avoir un bon diagnostic. Pourquoi ? Parce que justement, chaque individu est propre, chaque microbiote est propre à un individu. Après, le niveau de précision de cet organe microbiote est tel qu'on va décrire, en fonction de chaque organe, un type de microbiote. Donc, je m'explique, quand on prend sur ce graphique plusieurs individus, donc on a échantillonné, mettons, une centaine d'individus, pour lesquels on a récupéré des selles, on a écouvillonné au niveau de sa peau, de son pharynx, enfin bref, on a fait des prélèvements multisites. On a analysé le microbiote et au début, les chercheurs pensaient que tous les prélèvements d'un même individu allaient se regrouper au même endroit sur le schéma. En fait, sur ce schéma, qui est une analyse un petit peu compliquée, plus les échantillons, plus les points sont près entre eux, plus le microbiote est semblable. Et donc, quand on a fait cette analyse, on s'est dit, eh bien, on va retrouver tous les échantillons de l'individu X au même endroit, et puis tous les échantillons de l'individu Y à un autre endroit. On va pouvoir distinguer les patients. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a observé. On a observé que les prélèvements se regroupaient par site anatomique, c'est-à-dire que le microbiote gastro-intestinal de tous les individus, vous voyez en haut, se regroupaient tous au même endroit. Idem pour le microbiote oral, le microbiote urogénital et le microbiote cutané. Donc on a vraiment en fait des microbiotes qui sont dédiés à un organe. Et ça, c'est une notion fondamentale, c'est ce qu'on appelle la notion de spécialisation de niche. Vos bactéries, celles que vous avez dans votre intestin, ce ne sont pas les mêmes que celles que vous avez au niveau de la peau. Et en fait, en fonction de l'organe où elles se trouvent, elles vont jouer des rôles complètement différents.
Donc au niveau de l'intestin, elles vont par exemple participer à la digestion, et au niveau de la peau, elles vont par exemple participer à l'effet barrière que j'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu plus tard. Donc cette notion d'hyperspécialisation, c'est finalement, j'ai dit le microbiote c'est un organe, mais quelque part, c'est un organe dans l'organe. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Maintenant, il nous faut des spécialistes du microbiote intestinal, en fait, en gros, il faut des spécialistes, un petit peu comme les médecins. Il nous faut maintenant des spécialistes de chaque organe au niveau microbiologique. Donc, on vit vraiment en symbiose, et cette notion d'homme symbiotique me va tout à fait bien. Donc, maintenant, on peut redécouper l'anatomie façon microbiote. Donc, si on prend le prisme du microbiote, je ne vais pas vous parler de bouche et de dents, je vais vous parler d'écosystème bucco-dentaire, parce que je prends en considération le microbiote qu'on a sur la plaque dentaire ou dans la salive, mais je prends également tout son environnement. Et c'est vraiment ça, cette notion d'écosystème, qu'il est important de comprendre. En fait, en médecine, en microbiologie médicale, maintenant, on intègre cette notion d'écosystème qui était un peu l'apanage plutôt des microbiologistes environnementaux il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui prend tout à fait sens maintenant en médecine. Donc, on a l'écosystème cutané, l'écosystème urogénital, l'écosystème vaginal chez la femme, bien sûr l'écosystème digestif qui est l'écosystème le moins mal décrit à l'heure actuelle. Les principales recherches sont toujours dirigées vers le microbiote intestinal et à juste titre. L'écosystème bronchopulmonaire et l'écosystème nasopharyngé. Certains prétendent qu'il y a un microbiote cérébral. Là, il y a un débat scientifique. À mon avis, pour l'instant, on n'a pas de preuves suffisantes d'un point de vue scientifique pour dire qu'il y a un microbiote tissulaire. C'est pas parce qu'on trouve quelques traces d'ADN de bactéries qu'il y a réellement un microbiote vivant qui a un rôle et qui a des fonctions. Idem au niveau du microbiote placentaire. Là, il y a eu un grand débat très intéressant. Avec l'arrivée des NGS, tout le monde s'est emballé, on a séquencé du placenta, on a trouvé des microbes et on s'est dit ah mais ça va peut-être expliquer plein de choses, sauf que en fait à l'époque ce qui a été séquencé c'est des bactéries de contamination. Et comme ce sont des méthodes très sensibles, c'est un des risques, c'est de décrire en fait ce qui n'est pas dans le placenta, mais ce qui était dans l'environnement d'à côté. Donc à l'heure actuelle, il y a une dernière grosse publication, je crois, dans une des grandes revues, je ne sais plus laquelle, mais qui en gros a dit non, on n'a pas de preuves scientifiques pour l'existence d'un microbiote placentaire. Par contre, effectivement, tous les autres existent bien. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tous vous les exposer. J'ai fait un choix un peu éditorial en fonction de mon affinité et puis de ce qui est aussi important. Alors, l'écosystème digestif est bien sûr indispensable, donc je vais vous en parler beaucoup. Je dirai un mot de ce qu'on a développé spécifiquement à Brest, qui est l'écosystème bronchopulmonaire. Je terminerai par ça. Et puis, je vais faire un petit détour par l'écosystème cutané, que je trouve aussi très intéressant. Après, vous aurez peut-être des questions pour d'autres écosystèmes et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, voyons l'écosystème digestif. Bon, quelques chiffres, on aime bien des fois donner quelques chiffres, ça permet de savoir de quoi on parle. Donc, la surface, on dit en gros un terrain de volley. Donc, ça fait à l'échelle d'une bactérie, ça fait de la surface. Sachant qu'une bactérie fait quelques micromètres, donc on se dit effectivement il y a de quoi, il y a du terrain. Et donc effectivement le terrain est occupé. L'essentiel de nos bactéries sont situées au niveau intestinal. Pour elles, c'est le bonheur. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à manger, le gîte, le couvert, c'est formidable. Et donc c'est pour ça que la plupart des bactéries que l'on abrite vont se situer au niveau intestinal. Et donc vous voyez 30 000 milliards de bactéries, on n'est pas loin donc des 10 puissance 14. Donc ça fait du monde. On est à peu près 1 millier d'espèces bactériennes. Alors ça dépend des individus. Et puis en termes de masse, un peu moins d'1 kilo. Alors après, ça dépend de notre corpulence. Alors comme je dis toujours aux jeunes filles en quête de gratter des kilos, ne vous avisez pas de vouloir perdre ce kilo-là, ce serait une très très mauvaise idée. Donc finalement, quand on se sent un petit peu seul, on peut toujours se dire que finalement, juste en nous-mêmes, on a tout un tas d'amis qui nous veulent du bien. Et d'ailleurs, le père de la médecine, Hippocrate, l'avait dit il y a longtemps, il y a 2500 ans, on y revient toujours à Hippocrate, toute maladie commence dans les intestins, et il a fait déjà à l'époque subodorer l'importance de cette flore intestinale. Alors, pour reprendre le livre, le blockbuster de Julie Enders, finalement, ce charme est de moins en moins discret puisqu'on commence à de mieux en mieux le décrypter.
Donc, il y a des équipes partout dans le monde entier qui s'intéressent au microbiote intestinal. En France, il y a notamment l'équipe de l'INRA à Juillet-Josas, où j'ai eu la chance de passer 1 an de stage, comme on dit, de postdoctoral, de mobilité. Et là-bas, il y a vraiment des gens qui connaissent extrêmement bien et ont été fers de lance pour la découverte de ce microbiote intestinal. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure quand je vous montrais la courbe de publication. J'ai dit 2008. Pourquoi 2008? En fait, ça a démarré dans les années 2008. C'est qu'en fait, on avait la technologie et il y a eu des gros financements qui ont été octroyés, à la fois au niveau chez les Américains. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle le Human Microbiome Project. Et en Europe, il y a eu aussi en fait un gros projet qui visait à décrire le microbiote intestinal chez les sujets sains. Déjà, c'est commencer par le sein pour comprendre la maladie. Et donc, dans ce projet qui s'appelait MetaHit, il y a eu l'INRA, l'Institut Michaelis, qui a été très, très partie prenante. Et donc, quand on met des sous, eh bien, vous voyez, il n'y a pas de mystère. Les chercheurs trouvent pas toujours, mais en tout cas, ils cherchent et ils produisent de la matière scientifique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en 2008. Et après, les États-Unis ont remis sur la table $1,5 milliard. Ça, c'est pas Trump. C'était Obama. Je suis passée vite, mais on voyait Obama qui regardait au microscope. Alors, lui, il a mis des sous sur du séquençage au débit, mais c'est vrai qu'il a eu l'intelligence de comprendre que ces données allaient être intéressantes pour la médecine, mais également pour le business. N'oublions pas les Américains, business is business. Et donc, en mettant $1,5 milliard sur la table, il escomptait bien, je pense, récupérer 10 fois sa mise. Et c'est tout à fait le cas de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, actuellement, on est en train de découvrir ce que produit le microbiote intestinal. Donc, comme vous le savez, et ça, c'est une des premières fonctions qu'on a décrites sur le microbiote intestinal, c'est la digestion. Donc, bien sûr, il y a des enzymes bactériennes qui vont nous permettre de métaboliser certains aliments, donc d'assimiler les sucres, les lipides, même des médicaments. Ça, c'est une des nouvelles données qui peuvent intéresser nos amis pharmacologues, parce qu'en fait, on se rend compte que la métabolisation des médicaments, c'est certes le foie, c'est certes les reins, mais ça peut être également le microbiote intestinal, parce que les bactéries, elles se nourrissent des médicaments et elles peuvent avoir un impact sur la réponse, sur le traitement, sur l'efficacité du traitement. Ça, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant. Les bactéries nous apportent certaines vitamines, comme la vitamine K, la vitamine B12. Les bactéries vont synthétiser des neurotransmetteurs. Et ça, je vais vous en parler, mais on parle beaucoup de la sérotonine, l'hormone de la sérénité. 95% de la sérotonine est synthétisée dans notre intestin par des bactéries. Donc, c'est pas là que ça se passe, mais c'est là. Des antibiotiques naturels, des anti-inflammatoires, à l'inverse des molécules de l'inflammation, des molécules qui vont aussi moduler notre immunité, des molécules qui vont faire qu'on va sentir ou pas la douleur, donc ce qu'on appelle des molécules nociceptives. Et puis j'ai mis 3 petits points parce que je peux pas faire, c'est un peu la boîte de Pandore qu'on ouvre quand on ouvre le microbiote intestinal. Tout ça pour dire que l'essentiel des bactéries qu'on a au niveau de notre intestin sont des bactéries extrêmement bénéfiques et essentielles à notre santé. Donc, une façon de schématiser les choses, c'est de représenter finalement le microbiote intestinal un peu comme un pivot central de notre santé. Et c'est vraiment une dimension qu'il nous faut tenir compte pour être en bonne santé. Donc, les liens très forts avec l'immunité, les liens avec la digestion, et puis cet effet barrière qui est très important. Vous n'êtes pas malade tous les jours parce que vos bactéries intestinales sont là pour empêcher les virus ou d'autres bactéries pathogènes de s'installer. Et puis, alors ça, c'est vraiment des données assez récentes, c'est de savoir que le microbiote intestinal, il est lié à plein d'organes. Donc, je vous ai parlé du cerveau, mais on découvre aussi qu'une bonne santé intestinale est importante pour la fonction respiratoire. Donc, moi, j'incite mes pneumologues à discuter avec les gastro-entérologues. Donc, vous voyez, ce microbiote, c'est aussi une approche un petit peu plus systémique de l'homme, et on arrive à décloisonner les spécialités. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Microbiote aussi cutané. Certains savent peut-être que voilà, l'eczéma, la dermatite atopique peut aussi s'expliquer à travers le microbiote intestinal. Donc, vous voyez, c'est vraiment un hub, une plaque tournante.
Donc, quand on parle de la maturation et de la construction de notre microbiote intestinal, on dit que tout se joue avant 3 ans. C'est la théorie des 1000 jours, mais qui est maintenant admise par l'ensemble des chercheurs dans le domaine. Alors, je sais pas pour l'éducation, je sais pas quelle est la borne, mais il y a un âge où on dit tout se joue avant, je sais plus quel âge, 4-5 ans, je sais pas, j'ai jamais su. Mais en tout cas, en termes de microbiote, je le sais, c'est que les 3 premières années sont très importantes. Et donc, c'est vraiment l'installation de ce microbiote qui va nous conditionner pour notre vie future et qui va nous donner une trajectoire santé. Donc, quand on sait ça, une façon de faire de la médecine préventive, c'est de mettre le paquet finalement sur ces premières années de vie. Et donc mettre le paquet, ça commence en fait dès la naissance. L'histoire, alors même in utero, mais vraiment le premier moment fort en termes microbiologiques dans notre histoire de vie, c'est l'accouchement. Et l'analyse du microbiote a permis de faire comprendre ça. Et maintenant, les gynécologues, obstétriciens aussi s'intéressent de très près à ça. Les sages-femmes aussi. J'ai eu l'occasion l'année dernière d'encadrer une sage-femme qui a fait un très beau travail sur obésité et césarienne. On sait que le mode d'accouchement va jouer. Quand on est par voie basse, eh bien, on a la chance d'être au contact des bactéries vaginales de sa maman. Et là, c'est des bactéries pionnières qui sont fondamentales, qui vont faire qu'on ne va pas faire d'allergie, qu'on aura, voilà, a priori, toutes les clés, toutes les cartes en main pour être en bonne santé. A contrario, quand on est par césarienne, alors pour des raisons parfois obstétricales qui sont incontournables, mais il faut dire que quand même pendant 20 ans, il y a eu une dérive vers la pratique des césariennes, à la fois parce que peut-être les femmes ont envie d'accoucher à telle heure parce qu'elles ont une vie très occupée, mais aussi peut-être parce que le gynécologue n'avait pas envie de venir à 3 heures du mat. Toujours est-il qu'il y a quand même une dérive sur de plus en plus de césariennes de confort, et les données du microbiote nous font revenir sur la pratique d'un accouchement par voie basse. Alors, je vous ai mis cette photo d'un gynécologue qui travaille à l'AP-HP, à le grand hôpital parisien, je crois que c'est la Pitié-Salpêtrière, où, fort de ses connaissances acquises sur l'acquisition du capital bactérien, du legs bactérien au moment de la naissance, s'est dit, bon, j'ai certaines femmes, certains enfants qu'on doit faire naître par césarienne, comment est-ce que je peux faire pour contrecarrer ce mauvais départ dans la vie d'un point de vue microbiologique, mais qui aura aussi un sens plus large sur sa santé. Et donc, il y a eu des études, des recherches cliniques très sérieuses, randomisées, contrôlées, où certains enfants ont bénéficié, vous voyez, on leur donne une espèce de sucette. Alors, c'est pas une sucette au coca, mais c'est une sucette au lactobacillus vaginaux de la maman. Donc, en gros, la maman récupérait des sécrétions vaginales qui sont très riches en lactobacillus, et en fait, on recolonisait l'enfant qui était né par césarienne. Et donc, il y a une grosse étude qui est sortie il y a quelques temps, les études ont été répétées aux États-Unis, ailleurs, et on a suivi les enfants, donc le bras témoin versus les enfants qui avaient bénéficié de ces sucettes au lactobacillus et au bifidobacterium de la maman. Et on a clairement maintenant des preuves pour dire que c'est vraiment une thérapie qui coûte rien du tout, mais qui permet à l'enfant d'avoir moins de problèmes de santé, notamment en termes d'allergie. Donc ça, vous voyez, c'est de la recherche clinique très bien faite, qui coûte pas cher et qui peut rendre un grand service. Alors, on en arrive à une notion de bonne et mauvaise santé du microbiote. Pour l'instant, j'ai essayé de vous convaincre sur le fait que le microbiote était indispensable à bonne santé. Mais à contrario, un microbiote, quand il est malade, eh bien, il va avoir des répercussions aussi en termes de maladie pour vous-même, donc à l'échelle macro. Donc, la maladie du microbiote, c'est assez simple à comprendre. J'ai pris cette image d'un joli lac. Donc, vous voyez ici, en haut à gauche, vous avez en fait un étang qui est voilà, magnifique. Il y a de la diversité, des canards, enfin différentes populations. Et puis, si jamais, donc ça c'est une belle biodiversité, si jamais il y a une espèce qui envahit, une espèce qui pullule, eh bien, on perd en biodiversité. Et vous voyez, l'étang n'a plus tellement envie de s'y plonger. Et on sent que c'est pas terrible là-dedans. C'est exactement la même chose en termes de biodiversité intestinale. On va parler en fait de déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire qu'il va perdre sa biodiversité, il va perdre des taxons bactériens, et on va parler à ce moment-là de dysbiose. Donc la maladie du microbiote, ça s'appelle la dysbiose. Donc quand c'est au niveau vaginal, on va parler de vaginose, de dysbiose intestinale, et ça existe pour tous les organes, donc pour tous les microbiotes. Donc quand on sait qu'il y a une dysbiose, eh bien derrière,
Alors ça, pour l'instant, ça reste de la corrélation. Corrélation ne veut pas dire causalité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on prend des cohortes de patients, on les compare avec des sujets témoins qu'on apparie sur l'âge, sur le sexe. Enfin, on essaie de les comparer de bonne manière d'un point de vue méthodologique. Quand on prend n'importe quelle pathologie, c'est quasiment écrit d'avance la conclusion, mais encore faut-il le prouver, c'est que, en gros, le patient qui a une maladie, quand on le compare à quelqu'un qui est sain, on va trouver une dysbiose, qu'elle soit intestinale, cutanée, pulmonaire, chez ce patient. Donc, on a tout une kyrielle, mais je vous ai dit plus de 18 000 publications qui montrent qu'il y a une dysbiose dans les maladies neurologiques, psychiatriques, respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinales, hépatiques, auto-immunes, métaboliques, les cancers aussi. Donc, il y a clairement un lien entre la dysbiose et la survenue de maladies, ou en tout cas, c'est une association avec des maladies. Donc, tout le travail à l'heure actuelle côté médical consiste à essayer de voir à quel moment intervient le microbiote. Est-ce que c'est un facteur de susceptibilité en plus, comme on aurait un facteur de susceptibilité génétique? Est-ce que c'est le microbiote qui va vraiment déclencher la maladie? Donc à chaque pathologie, il faut qu'on fasse ce travail rigoureux, mais en tout cas, on sait qu'à un moment ou à un autre, le microbiote intervient. Et donc c'est ça qu'il nous faut comprendre dans les années à venir. Alors en termes de vieillissement, ça c'est une question qui nous intéresse tous à plus ou moins long terme, mais on n'y coupe pas. Ce qu'on observe, c'est que le microbiote vieillit lui aussi. Et je vous ai dit, la maladie du microbiote, c'est la dysbiose. Eh bien, en fait, le vieillissement du microbiote se traduit aussi par la dysbiose, c'est-à-dire une perte de biodiversité. Donc si vous perdez des bactéries, vous allez perdre les fonctions qui sont adossées à ces bactéries. Et donc, une façon de voir le vieillissement et tous les maux qui peuvent nous arriver, alors l'ostéoporose, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, la fragilité, eh bien, ça peut s'expliquer par le fait que notre microbiote, en vieillissant, inéluctablement, va perdre de la biodiversité. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais en gros, quand on regarde, dans les premières années de vie, notre microbiote va se consolider, il gagne en biodiversité. Et puis après, on a une stabilité de son microbiote pour peu qu'on ait un bon régime alimentaire. Et puis après, inéluctablement, eh bien, notre microbiote va perdre des taxons. Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'on a moins d'appétit, on diversifie moins peut-être son alimentation, on prend plus de médicaments. Bref, tout un tas de raisons qui font qu'on va perdre en biodiversité. Et cette perte de biodiversité peut en tout cas participer à la survenue de maladies, qu'elles soient neurodégénératives ou de l'inflammation, etc. Alors dans les axes qui sont intéressants, et moi j'aurais jamais pensé quand j'ai commencé à faire mon choix de spécialité en choisissant la bactériologie, je me doutais que j'allais travailler avec les infectiologues, mais j'aurais jamais imaginé que j'allais travailler avec des psychiatres. Alors, il se trouve que si, voilà, parce que justement on a décrit cet axe intestin-cerveau. Alors, si vous n'avez pas vu ce film qui s'appelle Le ventre, notre deuxième cerveau, c'est un film qui est un petit peu daté, donc il y a des choses qui ne sont plus tout à fait vraies, mais il n'empêche que sur le fond, ça reste un film très intéressant qui a été fait par l'INSERM. Vous comprendrez pas mal de choses avec ce film. Moi, j'ai pas le temps de tout vous développer, mais en tout cas, voilà. Et donc, en psychiatrie, le microbiote, c'est un nouveau champ de recherche formidable. Et à Brest, il y a un jeune psychiatre qui s'intéresse aux étapes psychotiques. Et en fait, dans les premiers travaux de recherche qui ont été menés, on se rend compte que le déclenchement d'un état de mal psychotique en tout cas, est corrélé à une perte de la biodiversité intestinale. Alors encore une fois, c'est toujours la question éternelle de l'œuf et de la poule, mais toujours est-il qu'il y a clairement ce qu'on s'appelle cet axe fort entre l'intestin et le cerveau, et finalement la bonne santé intestinale peut être corrélée à cette bonne santé mentale. Alors dans le domaine de la psychiatrie, de la neurologie, de toutes les maladies aussi neurodégénératives, il y a énormément de travaux qui commencent à émerger, et il y aura peut-être, en tout cas c'est à espérer, dans le futur, des pistes sérieuses. Il y a quand même des travaux qui lient la dépression, l'autisme, l'épilepsie, l'Alzheimer, la schizophrénie, le Parkinson au microbiote. Par exemple, pour la dépression, j'ai un exemple assez frappant. Alors,
c'est chez la souris, donc il faut toujours faire attention. La transposition des données de la souris, du modèle souris à l'homme, pas toujours à 100%, mais quand même, ça donne des idées. Il y a des chercheurs qui ont pris des souris et ont mis des fortes doses d'antibiotiques. Donc, en fait, quand vous donnez une forte antibiothérapie à une souris, mais c'est la même chose avec un homme, vous allez provoquer une perte de biodiversité, puisque certaines bactéries vont mourir. Vous allez provoquer une dysbiose. Et en fait, on a observé le changement de comportement des souris qui étaient soumises à cette antibiothérapie large spectre. Donc, en gros, elles avaient un microbiote très, très attaqué. Elles commençaient finalement un peu à s'ostraciser dans la cage, à avoir un comportement différent, à devenir complètement folle ou alors à perdre le sens du danger et en même temps à perdre un petit peu le contact social que peuvent avoir les souris entre elles. Donc un changement de comportement, et ça a été mesuré avec des indices qui sont reconnus par le monde scientifique. Alors, encore un exemple que je voulais vous citer, c'est par rapport à l'obésité, les maladies métaboliques. Alors, les Américains, c'est vrai qu'on se réfère souvent à eux, mais ils sont quand même assez fer de lance en matière de recherche. Les Américains ont dépensé des milliards de dollars pour trouver le gène de l'obésité. Et finalement, ils ont identifié quelques gènes de susceptibilité, mais qui finalement n'expliquent qu'un pourcentage assez infime de l'obésité. Alors qu'avec le microbiote, vous voyez, chez les souris, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de données chez la souris, on s'amuse à gaver une souris, donc elle devient obèse. On voit la souris obèse sur la gauche. Vous récupérez ces petites crottes et vous gavez une de ses copines qui, elle, n'est pas obèse. Alors d'un point de vue éthique, c'est pas gênant parce que la souris est naturellement coprophage, donc elle va manger les crottes de sa copine sans que ça lui pose de problème. Et donc la souris qui était au départ tout à fait slim, eh bien en mangeant les crottes de sa copine obèse, elle va devenir elle-même obèse. Et donc c'est la première fois qu'avec ces manips, on a réussi c'est une preuve de concept de la transférabilité de l'obésité simplement en greffant un microbiote d'une souris obèse. Alors on l'a fait involontairement quand dans les premières années, on a commencé à faire de la microbiothérapie, la transplantation de microbiote fécal. Vous en avez peut-être entendu parler. Maintenant, on guérit certaines infections en transplantant des selles. J'aurai l'occasion de vous en dire un mot tout à l'heure parce qu'on a mis ça en place au CHU de Brest depuis 2015. On est le seul centre breton d'ailleurs à proposer cette thérapie. Et donc, au départ, dans les premières années où dans le monde on a commencé à faire de la transplantation de microbiote fécal, on a eu quelques effets secondaires qu'on n'avait pas forcément anticipés. Ça a été rapporté dans la littérature et notamment une patiente qui est devenue obèse après une transplantation de microbiote fécal parce que en fait le donneur était lui-même obèse. Donc maintenant, quand on sélectionne les donneurs pour faire des dons de selles à visée thérapeutique pour un receveur, eh bien, dans les différents critères de sélection, il y a l'IMC et il faut un IMC qui soit inférieur à 25. Donc, on récuse les donneurs s'ils sont trop gros sur ces mêmes risques. Alors, voyant ça, on s'est dit, mais Eureka, les Américains se sont dit, mais on va pouvoir continuer à manger McDo, mais on va se greffer du microbiote et tout ira bien. Eh ben, en fait, non. Malheureusement, ça marche chez la souris, mais à l'heure actuelle, les essais cliniques réalisés chez l'homme ne sont pas probants. Donc, comme quoi, il y a encore du chemin à parcourir entre la souris et l'homme. Alors toujours pour relier des maladies un peu de riches, on va dire ça comme ça, l'obésité, l'athérosclérose, il y a cette publication que j'ai choisi de vous montrer qui date de 2014, qui est sortie dans la grande revue Cell et qui explique quelque chose d'assez intéressant qui fait le lien entre notre alimentation et le développement de la plaque d'athérome. Donc quelque chose qui touche beaucoup les pays industrialisés où on mange gras, on mange de la viande, on mange gras, à travers le microbiote. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, sachez que quand vous mangez de la viande ou des aliments très gras comme du fromage, eh bien, vous avez certains acides aminés qui vont être métabolisés par certaines bactéries de votre intestin. Et au final, vous allez produire dans votre corps, après tout un tas de cascades enzymatiques, un composé qui s'appelle le TMAO, qui est capable de diffuser au niveau des vaisseaux sanguins et qui va stimuler la production de la plaque d'athérome.
Donc en fait, c'est comme ça qu'on fait le lien entre l'alimentation grasse et le risque d'athérosclérose. Et donc en faisant ces recherches-là, ils se sont dit, bah oui, c'est les bactéries qui sont à l'origine de cette métabolisation parce qu'elles ont une certaine enzyme, elles ont un capital enzymatique qui fait que c'est elles qui sont un peu fautives dans la production de notre plaque d'athérome. Et donc les chercheurs ont trouvé un inhibiteur de cette enzyme bactérienne. Ils ont trouvé finalement un inhibiteur qui empêche la bactérie de produire le composé qui va stimuler la production de plaques d'athérome. Et donc là, on s'est dit, eureka, il va falloir donner des médicaments, sauf que nous, Français, en fait, on n'a pas besoin de ces médicaments parce que cet inhibiteur, il est contenu naturellement dans notre alimentation, dans le petit verre de vin rouge que vous prenez avec votre confit de canard et dans la salade avec l'huile d'olive. Et en fait, on tient là à l'explication du fameux French Paradox, qui énerve tant les Américains, qui comprennent pas depuis des années que comment est-ce que nous, on fait pour manger si gras, du fromage, du confit de canard, et que finalement, on a un taux de plaque d'athérosclérose beaucoup moins important qu'eux. Eh bien, tout le secret est dans le régime méditerranéen, le vin rouge, je précise, et l'huile d'olive. Voilà. Et comment le microbiote explique le French Paradox. Alors, justement, ça me fait un lien tout trouvé avec l'alimentation. L'alimentation est un des éléments clés dans la modulation de son microbiote et on peut choisir d'appauvrir son microbiote en allant dans les vendeurs de frites et de hamburgers tous les jours, ou alors à l'inverse, on peut choisir d'entretenir son microbiote en ayant une alimentation extrêmement diversifiée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des études extrêmement sérieuses qui montrent que le fameux régime méditerranéen est extrêmement important, qu'il maintient la biodiversité, que cette biodiversité va offrir une imperméabilité intestinale, va empêcher que certaines bactéries passent dans votre circulation sanguine et faire de l'inflammation. Et puis, ça va permettre aussi de réguler votre immunité et empêcher de faire, par exemple, des maladies auto-immunes. Si bien que maintenant, il y a des sociétés savantes très sérieuses. J'ai en tête, par exemple, la Société française de rhumatologie qui, quand on prend en charge des patients qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, donc une maladie auto-immune hyper-inflammatoire, dans les premiers conseils qui sont donnés, c'est manger régime méditerranéen. Donc vous voyez, c'est maintenant admis par les sociétés savantes. Alors justement, un phénomène qui guette ces sociétés occidentales, c'est cette perte de biodiversité qui est provoquée par, on a envie de dire, le régime frites, coca, boissons gazeuses et puis et autres hamburgers. Donc il y a des études très intéressantes où on compare en fait des populations de cueilleurs-chasseurs qui sont en Amérique du Sud ou comme dans cette publication, je crois que c'était en Afrique, donc qui ont un régime extrêmement excellent d'un point de vue microbiologique, versus des populations, alors là, dans cette publication, c'était des riches Italiens d'Amérique du Nord, donc qui mangeaient bien et peut-être pas très diversifiés. Et en fait, on voit clairement qu'il y a une perte, que en fait, les populations occidentales sont en train de perdre de la biodiversité bactérienne. Donc il y a un plan biodiversité, et moi je trouve que ça aurait été intéressant, en plus de tous les animaux qui sont importants de conserver, de mettre les bactéries, puisque c'est une des préoccupations, on est en train de perdre des bactéries. Certaines espèces de bifidobacterium, eh bien les populations occidentales sont en train de les perdre. Donc ce que font les Américains, pas bête, ils vont aller échantillonner les populations de cueilleurs-chasseurs, récupérer les bactéries, et après vous avoir nourri avec le McDo, ils vont vous vendre les bonnes bactéries. Il y a toujours du business à faire. Mais bref, c'est tout ça pour dire que derrière cette perte de biodiversité, c'est ce qu'on appelle dans un très mauvais terme, enfin un terme vraiment pas joli, la westernisation de la société. Maintenant, on mange tous de la même manière. On perd un petit peu nos bonnes habitudes alimentaires, surtout en France. Eh bien, on a derrière un vrai risque de perte de biodiversité intestinale avec toutes les conséquences en termes de maladies que ça suppose. Donc, quand on sait que c'est juste un problème d'équilibre, de déséquilibre au niveau intestinal, on a envie de se dire, est-ce qu'on peut faire un retour à l'équilibre? Et donc, oui. Et là encore, notre père à tous en médecine nous l'avait dit, que ton alimentation soit ta première médecine.
Donc voilà, quand on est en Bretagne, on va dire non hamburger, oui à la crêpe au beurre. Alors bon, le beurre peut-être pas trop, mais le sarrasin c'est excellent, c'est un très bon probiotique. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, le microbiote peut être favorisé par un régime méditerranéen. Et donc ça, voilà, je vous ai cité l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est tout à fait sérieux. Alors on dit, c'est presque un credo, manger des fibres, manger des fibres, manger des fibres. Pourquoi? Eh bien derrière, c'est l'explication du microbiote, c'est que dans les fibres, vous avez ce qu'on appelle des prébiotiques, donc des aliments pour bactéries et pour bonnes bactéries. Donc en fait, les bonnes bactéries vont digérer, fermenter ces bonnes fibres, et donc elles vont proliférer et produire toutes leurs bonnes fonctions utiles à notre santé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des fibres. Alors, en termes de, donc, clairement, l'alimentation, c'est un premier levier très important, et je pense que une façon de peut-être éduquer nos jeunes, on apprend des tas de choses à l'école, plein de choses qui servent à rien. Peut-être que faire dès le plus jeune âge l'éducation à une bonne assiette, ce serait un moyen bête comme chou de faire de la prévention des maladies, et je trouve qu'on est très en retard en France là-dessus, et d'autant que derrière on pourrait défendre notre cuisine française. Mais bon, une autre façon beaucoup plus radicale d'agir, et ça c'est, on le fait quand il y a vraiment un problème qui peut évidemment pas se résoudre avec un simple régime, et le problème en question auquel je pense, c'est notamment les infections à Clostridium difficile. Donc ça, c'est des bactéries qui vont vous provoquer des diarrhées et qui prolifèrent à la suite d'une antibiothérapie. Donc ça, on sait, un des risques en fait d'une antibiothérapie, c'est de faire une dysbiose intestinale et que ça soit favorable pour le développement d'une bactérie qui produit des toxines, et c'est ces toxines qui vont vous donner des diarrhées. Et donc il y a certains patients qui font un épisode, on traite par des antibiotiques, alors c'est un peu paradoxal, mais on traite quand même par des antibiotiques pour tuer la bactérie responsable des diarrhées, et puis ils reviennent quelques semaines plus tard et ils font des récurrences comme ça de diarrhées qui peuvent être extrêmement graves, et à la fin c'est des patients qui n'ont plus de vie sociale, parce qu'en fait en gros ils passent quasiment leur temps aux toilettes. Et il y a quelques années, il y a un essai clinique qui a été conduit par des Néerlandais, qui a fait un essai clinique randomisé contrôlé et qui a prouvé de manière très nette qu'on guérissait mieux un patient avec une transplantation de microbiote fécal. En fait, ils avaient 90% de taux de succès versus seulement 70% pour le traitement reconnu. Qui était une antibiothérapie, si bien même que l'essai clinique, ça a fait date dans l'histoire des essais cliniques, puisqu'en fait, les essais cliniques sont suivis à intervalles réguliers. On vérifie que dans le bras qui reçoit le nouveau traitement, le traitement que l'on veut évaluer, on vérifie qu'il n'y a pas de catastrophe, qu'il n'y a pas une surmortalité. Donc, il y a des comités indépendants qui regardent. Et le comité indépendant, quand il a vu les premiers résultats, il a dit « Stop, on arrête l'essai clinique ». Ce n'est plus éthique d'administrer le traitement qui était le traitement de référence, tellement les résultats de la transplantation de microbiote fécal étaient exceptionnels. Et donc de là, eh bien, les pays se sont mis en route. Alors c'est compliqué à faire, mais nous on a réussi à mettre en place à Brest un petit groupe multidisciplinaire où il y a les pharmaciens, puisque en fait le caca, faut le dire comme ça, a obtenu un statut de médicament. C'est quand même assez, c'est un gros changement de paradigme pour nos collègues pharmaciens qui sont plus habitués à la stérilité. Et là, on leur demande de faire des gélules de caca. Mais n'empêche que ça fonctionne et on sauve des gens avec ça. Et en fait, quand on reprend l'histoire de la médecine, on voit que c'était pratiqué depuis le IVe siècle. La médecine traditionnelle chinoise faisait régulièrement des transplantations de microbiote. On appelait ça la soupe jaune et ça fonctionnait très bien. Chez les vaches, je crois qu'on appelle ça la transphonation. Et quand une vache a des diarrhées, on peut lui faire des translocations, enfin des transplantations comme ça. Donc ça fonctionne très bien. Et là voilà, il y a alors. À l'heure actuelle, j'ai entouré en rouge, il y a une seule indication qui est validée par nos autorités sanitaires, la NSM, qui est donc l'infection à cette bactérie Clostridium difficile. Mais vous voyez, il y a plein d'autres maladies qui sont actuellement en train d'être étudiées avec des essais cliniques pour voir si justement on ne peut pas les traiter. Maladie de Crohn, alors l'obésité, je vous ai dit que les résultats ne sont pas diabète, maladie neurologique, et j'ai regardé. Avant de venir, on est à plus de 330 essais cliniques à l'heure actuelle qui évaluent l'intérêt de la transplantation de microbiote fécal. Alors, autre thérapie, il y a les probiotiques.
peut-être certains d'entre vous en prennent, les probiotiques, puisque c'est des bactéries qu'on va administrer. Alors c'est compliqué, les probiotiques, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont pas soumis aux mêmes contraintes qu'un médicament. Donc en gros, vous pouvez en manger quand vous voulez, enfin en prendre dans les pharmacies. Donc le risque, ce serait de, comme je dis souvent, de jeter le bébé avec l'eau du bain, sous prétexte que c'est plutôt du côté, entre guillemets, food, et pas du côté médicament, de dire, bah non, mais tout ça, c'est un truc pour femmes hystériques. Ou voilà, le naturopathe ou je ne sais quoi. Non, en fait, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes pour peu qu'on veuille faire des essais cliniques. Et donc, je vais prendre un exemple qui m'intéresse particulièrement, puisque dans notre équipe, on s'intéresse, je vous l'ai dit, à la sphère pulmonaire, aux infections pulmonaires. Donc, ce lien entre l'intestin, alors bon, là, c'est un estomac en l'occurrence, mais on va dire l'intestin et les poumons, à travers une étude qui a été menée en Inde. Donc là-bas, en Inde, il y a un vrai problème de surmortalité infantile, avec aussi, même si c'est un pays qui a quand même qui s'est beaucoup développé, il y a quand même une problématique tout simplement financière. Et donc les probiotiques, enfin l'idée c'était, est-ce qu'on peut pas essayer de traiter en préventif les enfants avec des probiotiques? Donc l'essai clinique a été fait avec 4000 enfants, donc là c'est du lourd, 2000 enfants dès la naissance qui recevaient un probiotique avec son petit prébiotique, c'est ce qu'on appelle une formule symbiotique, qui était en fait un Lactobacillus plantarum, mais pas n'importe lequel. Il y avait eu des années de recherche précédemment pour montrer que c'était cette souche bactérienne qui fonctionnait, à qui on mettait donc du fructo-oligosaccharide, donc une fibre, si vous voulez, administrée pendant 7 jours, dès le 2e jour de vie, donc chez les tout petits, par voie orale, et on a comparé à des enfants qui bénéficiaient d'un placebo. Et en fait, on a vu, avec cet essai clinique, vous voyez, il y avait 42% de réduction des sepsis, donc ces infections graves, et également un tiers d'infections respiratoires en moins. Donc là, avec un simple traitement probiotique administré par voie orale, cet essai clinique a montré qu'on arrivait à prévenir la survenue d'infections respiratoires chez les petits. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Autre point intéressant qui est aussi en plein boom, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui relie c'est ce qui place le microbiote comme traitement adjuvant du cancer. Donc ça des travaux qui nous viennent notamment de Laurence Sidvogel, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy et qui a été une des premières dans ce concept, qui a montré que finalement, on faisait de la chimiothérapie, maintenant on fait de l'immunothérapie. Elle a travaillé beaucoup dans les mélanomes. Et en fait, elle a observé qu'en fonction de on va dire la couleur du microbiote intestinal, la structure du microbiote intestinal, la composition du microbiote intestinal des patients, elle avait des patients qui répondaient très bien au traitement et d'autres qui répondaient beaucoup moins bien. Et donc l'idée derrière ça, c'est de dire, bien en fonction de son microbiote, on va être plus ou moins fort pour lutter contre son cancer et pour donner plus de chances de succès au traitement par immunothérapie. Donc, elle représente très bien ça dans une de ses publications de 2018, où elle montre que finalement, voilà, on a un microbiote intestinal et qu'en fonction de la composition de son microbiote intestinal, soit on a la chance d'avoir les bonnes cartes, soit on a les mauvaises cartes, et ça va conditionner le taux de succès de l'immunothérapie, notamment avec des anti-PD-L1, enfin ces nouveaux traitements que l'on donne maintenant dans le mélanome. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On appelle ça les oncomicrobiotiques, donc en fait des traitements adjuvants au traitement du cancer, des traitements adjuvants à base de bactéries. Alors je vois le temps qui passe. C'est combien de temps? J'ai encore un petit peu de temps. Combien? Pas de problème, pas de problème. C'est vrai que on va dire que le microbiote intestinal, c'est du lourd, et encore, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Alors, pour vous donner peut-être un sujet peut-être un peu plus léger, quoique, microbiote cutané. Alors, microbiote cutané, c'est là aussi il y a du monde en termes de densité bactérienne. Vous avez le microbiote intestinal. Après, vous avez une microbiote salivaire et à peu près en équivalent en termes de densité de bactéries, vous avez le microbiote cutané. Donc, on a plein de bactéries sur la peau. Donc à peu près c'est 1 million de bactéries par centimètre carré de peau, sachant qu'un individu, un adulte, a à peu près 2 mètres carrés de peau. Donc c'est quand même un organe assez étendu. Et pour vous donner, parce que des fois on a du mal à se rendre compte de la grandeur, je m'étais amusée à faire un calcul. Si on faisait la taille d'une bactérie, si j'étais une bactérie,
si j'avais la peau à coloniser, eh bien, c'est comme si j'avais l'Inde à coloniser en termes de surface. Actuellement, en Inde, c'est un des pays qui a la plus forte densité de population. On est 1,3 milliard d'habitants en Inde, je ne dis pas de bêtises. Eh bien, si j'étais une bactérie et que je colonisais la peau, ce n'est pas 1,3 milliard d'individus que j'aurais dans mon territoire, c'est 100 milliards d'individus. Donc, juste pour vous montrer cette densité bactérienne qu'on abrite tous au niveau de la peau. Et donc, ces bactéries, elles vont jouer un rôle très important aussi, comme au niveau de l'intestin. C'est pareil au niveau de notre épiderme. C'est une relation symbiotique, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que pareil, la peau apporte un peu le gîte et le couvert. Alors la peau, c'est quand même, on va dire, un gîte beaucoup moins sympathique que l'intestin. C'est pour ça que toutes les bactéries sont pas forcément capables de s'adapter à l'épiderme, parce que c'est plutôt acide. Donc il n'y a pas beaucoup de bactéries qui aiment l'acidité. C'est plutôt sec. Donc déjà, c'est pas toutes les bactéries qui, par exemple, les entérobactéries, Escherichia coli, ne survivent pas très longtemps sur la peau. Par contre, le staphylocoque aime bien la peau et est adapté à la peau. Donc c'est quand même, on va dire, une relation donnant-donnant. Et qu'apportent les bactéries? Une des premières fonctions au niveau cutané, c'est ce que, pour reprendre la couverture de cette revue de Nature, c'est une brigade de surface. C'est-à-dire que il faut voir votre microbiote cutané comme finalement une barrière contre la peau. C'est le premier contact qu'on a avec des agents pathogènes. Et donc, votre microbiote cutané vous permet de vous défendre contre l'installation de ces bactéries pathogènes. Donc, ça a été montré dans des publications, des travaux très importants qui montrent que, par exemple, contre le staphylocoque doré, qui va donner des infections, des furoncles, qui va donner des infections assez graves au niveau cutanéo-muqueux, eh bien, votre meilleur bras armé, c'est son cousin qui s'appelle Staphylococcus epidermidis, que nous, au laboratoire, on a tendance un peu à négliger. On appelle le staph blanc, par différence au staph doré, qui lui est le grand pathogène qui mobilise beaucoup d'attention. Et en fait, les données sur le microbiote nous ont permis de révéler que ce petit staph epidermidis, qui semblait pas très intéressant à première vue, joue un rôle très important puisqu'il va produire en fait des peptides, des petits composés antimicrobiens, et il va empêcher que son cousin, le pathogène, ne s'installe. Donc ça a été montré aussi au niveau de la niche nasale. Vous savez, à peu près un tiers d'entre nous, on est porteur de staphylocoque doré au niveau de nos fosses nasales. Eh bien, si on a un staphylococcus epidermidis, il est possible qu'on n'ait pas de staphylococcus doré, de staphylocoque doré, grâce au fait qu'on a ce staph epidermidis qui empêche l'installation du pathogène. Autre rôle, alors ça, c'est des données assez intéressantes qui nécessiteraient bien sûr d'être prouvé par d'autres équipes, voilà, mais c'est le rôle du microbiote cutané dans le déclenchement du cancer de la peau, ce qu'on appelle le mélanome. Alors ça a été, c'est des données qui sont très intéressantes. En fait, c'est une équipe, je crois japonaise, qui a trouvé une souche particulière, un Staphylococcus epidermidis, donc le staph blanc, qui produit, alors c'est pas toutes les souches, hein, mais une souche particulière qui produit une enzyme, et cette enzyme va empêcher les cellules de la peau de proliférer. Donc en fait, c'est une enzyme qui empêche la multiplication des cellules de l'épiderme. Et en fait, ils ont montré que, alors chez la souris, ils rasent la souris. C'est un peu barbare, mais bon, parfois la recherche nécessite que l'on fasse ces manips-là. On expose en fait la peau de la souris à des rayons UV très forts pour déclencher un cancer cutané. Et chez les souris qu'on badigeonne au préalable avec une crème qui contient cette souche de Staphylococcus epidermidis, eh bien, statistiquement, on protège en fait la souris contre le déclenchement du cancer cutané qui est UV induit. Donc peut-être qu'à l'avenir, en plus d'avoir des filtres solaires dans nos crèmes solaires, on mettra peut-être des bactéries à capacité probiotique pour nous protéger contre la survenue des cancers cutanés. Ce que je vous dis là, c'est aussi intéressant par exemple pour l'acné. Le même phénomène se produit. L'acné, c'est dû à la prolifération d'une bactérie qui s'appelle Propionibacterium acnes. Enfin, maintenant, elle s'appelle Cutibacterium acnes. C'est une bactérie qui raffole des lipides. Elle est lipophile, elle aime bien tout ce qui est huileux. Donc, au moment de l'adolescence, on a une peau
qui devient beaucoup plus huileuse. Donc elle en profite, elle prolifère, et d'où l'apparition de l'acné. Et actuellement, on sait que voilà, on pourra peut-être proposer des traitements probiotiques cutanés pour limiter la prolifération de cette bactérie. Donc en fait, on joue sur les interactions, les antagonismes entre les bactéries pour en faire des nouvelles approches thérapeutiques. C'est assez intéressant. Alors pour terminer, je vais prendre juste 5 dernières minutes, mais vraiment mon équipe m'en voudrait si je vous parlais pas du microbiote respiratoire, parce que ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, surtout qu'on revient loin, puisqu'il y a quelques années, si vous avez parlé de microbiote respiratoire, je me serais peut-être fait trucider. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs la première fois que j'ai fait une conférence dans ma faculté sur le microbiote respiratoire, et on va dire des vieux patrons qui m'a dit mais qu'est-ce que vous racontez, c'est du grand n'importe quoi. Je dis j'ai envoyé quelques papiers, lisez la littérature. Pourquoi en fait c'était tellement ancré en tout cas dans les connaissances. Enfin, en tout cas c'était pas des connaissances, c'était plus on va dire un dogme, on appelle ça comme ça, un dogme sur la stérilité pulmonaire. Donc en gros, un poumon sain est un poumon stérile. Et on a cru ça pendant plus de 100 ans. On a dit, oui, enfin là, c'est plein de bactéries, vous avez des milliards de bactéries là, mais alors là, il n'y a plus rien du tout. Vous allez trouver des bactéries à 60 km au-dessus de nos têtes, dans les grandes profondeurs, mais alors là, par contre, vous n'en avez pas une seule. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a tous cru pendant plus d'une centaine d'années. Donc finalement, voilà, on s'est mis des œillères. De temps en temps, nous, dans les labos, on trouve des bactéries, on disait mais non, mais ça doit être des contaminations. Donc on se met des œillères, on n'interprète pas bien les données parce qu'on a le dogme qui est ancré très profond, parce qu'on nous a dit ça sur les bancs de la fac, donc c'est forcément vrai. Donc il a fallu attendre ce nouvel outil de séquençage au débit pour finalement analyser les choses, mais quand on a un nouvel outil, puis finalement c'est aussi une façon de s'autoriser à penser un petit peu différemment, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le microbiote respiratoire. Donc cette équipe, ils travaillaient sur l'asthme. Ils se sont dit tiens, on va prendre des sujets non asthmatiques, des sujets sains, et on va séquencer, mais c'est sûr on va rien trouver. Sauf qu'en fait ils ont séquencé les poumons et ils ont trouvé du microbiote plein dans leurs poumons. Alors quand je dis plein, c'est des petites quantités, mais on a tous des bactéries dans les poumons. Et le plus surprenant, c'est que c'est des bactéries qui détestent l'oxygène. On appelle ça des bactéries anaérobies, et c'est pour ça que nous dans les laboratoires on les trouvait pas. Parce que quand vous recevez un crachat ou une fibroscopie bronchique ou un lavage broncho-alvéolaire, vous allez cultiver vos bactéries avec de l'oxygène, puisqu'on se dit, oui, dans le poumon, il y a de l'oxygène, donc on cultive. Donc en fait, on ne voyait pas ces bactéries parce qu'on les tuait. C'est des bactéries qui sont tuées par l'oxygène. Et donc, quand nous, on a commencé à s'intéresser à ces bactéries, la première chose qu'il a fallu faire, c'est s'équiper de ce genre d'enceinte. On appelle ça une enceinte anaérobie. Donc, vous voyez ici Charles-Antoine, qui est actuellement doctorant dans mon unité, qui passe sa thèse dans quelques semaines. Et donc, quand il a commencé, moi, je n'avais que de cesse que de m'équiper d'une enceinte anaérobie pour que Charles-Antoine, un peu façon Thomas Pesquet, puisse manipuler avec ses gros gants dans une enceinte parfaitement dénuée d'oxygène pour pouvoir faire cultiver ces bactéries anaérobies. Et donc ça, on travaille dans la mucoviscidose, mais c'est vrai dans beaucoup de maladies respiratoires chroniques, que ce soit l'asthme, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce qu'on voit, c'est chez ces patients, il y a une dysbiose pulmonaire qui se manifeste par la perte de ces bactéries anaérobies qui jouent aussi un rôle très important, un petit peu de la même manière que ça a été décrit au niveau intestinal. Donc, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, je vais passer vite, mais dans mon laboratoire, on travaille sur la muco un petit peu comme modèle, mais c'est transposable à beaucoup de maladies respiratoires chroniques. On a un ennemi qui s'appelle le bacille pyocyanique, qui a vraiment cette tête-là à l'échelle microscopique, c'est-à-dire que c'est une forme bacillaire, un bâtonnet, puis il a un flagelle, il est mobile. Et ça, cette bactérie, c'est une bactérie qu'on a dans l'environnement et qui va donner des infections chez les patients atteints de mucoviscidose, mais également chez les patients qui ont des terrains type BPCO. Donc c'est vraiment une bactérie extrêmement embêtante. Et après des années d'antibiothérapie, elle devient multirésistante, donc les antibiotiques ne permettent plus de résoudre le problème de l'infection. Donc l'idée, c'est de trouver des méthodes alternatives. Donc avec l'arrivée du microbiote, on s'est dit, finalement, on change un peu de façon de voir. On passe d'une notion d'infection monobicrobienne, on mettait tout le paquet sur un seul pathogène. On va prendre en considération tout son environnement et donc on va voir plutôt l'infection sous l'angle l'infection polymicrobienne. Donc on a commencé à décrire le microbiote pulmonaire chez ces patients
Et on a vu que certains patients restaient préservés, comme protégés en fait de l'infection avec ce fameux bacille pyocyanique. Donc on s'est dit, mais ils ont peut-être quelque chose en plus ou en moins dans leur microbiote qui explique cette différence. Parce que sur le plan génétique, ils étaient à peu près identiques aux patients qui, eux, s'infectaient. Donc on a exploré leur microbiote respiratoire et on a trouvé une bactérie qui était présente en grande quantité chez les patients qui semblent protégés de l'infection, alors que c'est une bactérie qui se perd, qui disparaît chez les patients qui vont s'infecter. Et donc, à l'heure actuelle, tous nos travaux, enfin une grosse partie de nos travaux s'intéressent à cette bactérie. Alors, je ne vais pas vous la citer parce qu'il y a des brevets, on est vraiment sur des choses extrêmement pointues, mais pour vous dire que c'est ce genre de recherche qu'on peut faire actuellement dans nos laboratoires et essayer d'identifier des bactéries il y a peu de temps qui étaient complètement inconnues et voilà, qui pourraient promettre de trouver une nouvelle solution. Alors, j'avais dit, juste pour vous dire un tout petit mot sur la Covid, c'est un peu difficile de faire l'impasse, peut-être vous en avez marre aussi, mais bon, la Covid va nous permettre d'avoir maintenant beaucoup de données aussi sur le microbiote pulmonaire. Il y a quelques années, j'étais, je pense, une des seules en France à travailler là-dessus. Maintenant, avec ce virus qui a embêté tout le monde bref, beaucoup de gens se sont dit, mais tiens, le microbiote, c'est peut-être intéressant aussi pour le Covid. Et pour citer une recherche, il y a une explication assez intéressante à travers le microbiote pulmonaire qui permet d'expliquer pourquoi, quand on est âgé, on devient plus sujet à l'infection à Covid-19. Tout simplement parce que, un peu comme ce que je vous ai dit pour le microbiote intestinal, quand on vieillit, le microbiote respiratoire va perdre certaines bactéries. Or, certaines bactéries nous protègent aussi contre l'infection Covid. Donc, c'est une publication qui encore nécessite bien sûr d'être confirmée, mais vous voyez, l'étude du microbiote respiratoire apporte des explications, en tout cas des hypothèses, pour expliquer les différences qu'il y a entre les individus. Donc l'idée, quand on va vers la médecine personnalisée, c'est d'ajouter cette brique microbiote pour mieux comprendre la spécificité de chaque patient et adapter des traitements qui lui soient vraiment personnalisés. Donc en conclusion, quand on pense microbiote, on peut penser ce nouvel organe qui est finalement assez accessible au traitement. Quand vous naissez avec une maladie génétique, comme par exemple la mucoviscidose, c'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que c'est votre gène qui a une mutation. Alors on parle de thérapie génique, mais quand même c'est assez compliqué de traiter, on va dire, un chromosome, de changer quelques bases d'un nucléotide, alors que sur le microbiote, comme je vous l'ai montré juste avant, c'est assez modulable et c'est ça aussi qu'apporte le microbiote, je trouve, en médecine, ces nouvelles entités qui nous permettent d'apporter des nouvelles solutions pour prévenir, avant tout, je trouve, pour prévenir et peut-être pour guérir. Donc en conclusion, le microbiote, alors je dis les microbes sont nos amis, oui, c'est un allié vital de notre santé. C'est une très grande complexité, donc il nous faut de la puissance aussi de calcul, ça c'est une nouvelle complexité pour nous. Microbiologistes, on travaille avec des bioinformaticiens, il faut la capacité de stockage, on est un peu dans le monde des big data. C'est une nouvelle façon de comprendre des maladies. C'est souvent le chaînon manquant, en psychiatrie, je pense qu'on va expliquer pas mal de choses avec le microbiote. Une nouvelle source de traitement avec des probiotiques de nouvelle génération, un nouvel outil diagnostic, pronostic, mais je mets toujours un mais de vigilance qui nécessite la validation par des études extrêmement bien conduites. Donc finalement, les médecins qui sont mes correspondants, je leur donne un peu des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que il y a quelques années, on disait, ça c'est une vieille affiche, le microbe, l'ennemi. Donc c'est vrai que dans l'inconscient collectif, vous dites microbe, on pense tout de suite l'aspect extrêmement négatif. Et effectivement, on a encore des infections gravissimes. Mais en même temps, on dit, il y a des microbes qui vous veulent du bien. Donc j'en profite pour vous présenter mon livre, qui pourra peut-être vous intéresser. Et c'est vrai qu'on est a priori sur une injonction contradictoire, mais en fait non. Il suffit d'expliquer un petit peu pour simplement montrer que on peut à la fois avoir des microbes ennemis, mais que l'immense majorité, en tout cas des microbes qui sont nos habitants, qui font partie de nous-mêmes, sont des bactéries qui nous veulent du bien. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions. Une petite photo pour terminer de juste quelques membres de mon équipe. Donc on est très sérieux, mais en même temps on essaye de travailler en s'amusant. Et puis
puis vous voyez, tout ça, ce sont les partenaires, parce que c'est comme tout. À un moment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on ne pourrait pas progresser dans nos recherches sans quelques sources de financement. Merci beaucoup pour votre attention, et encore merci pour l'invitation. Alors merci Geneviève, j'imagine, suite à la conférence passionnante, vous devez avoir plein de questions. Ah, évidemment, tout en haut, ça commence. Hop. Allez, où est-il ? Oui. Est-ce qu'une personne en bonne santé héberge dans son corps une plus grande quantité et diversité de partenaires microbiens qu'une personne en mauvaise santé? Marche. Non, si ça marche, ça marche. Alors, oui, c'est une question qui est totalement légitime après tout ce que je viens de vous raconter. Alors en fait, il faut faire la différence entre la quantité et la qualité. On le dit pour beaucoup de choses, mais ça marche aussi pour le microbiote. Une personne qui est en mauvaise santé n'aura pas forcément une plus grosse quantité de microbes. Alors après, il peut avoir une infection massive avec un pathogène, voilà. Mais c'est surtout en termes de biodiversité qu'il faut penser, c'est-à-dire en termes de différence de bactéries. Combien de bactéries de types différents il a? Et c'est vrai que ce qu'on montre, quelles que soient les maladies, c'est qu'en général, un malade, il a moins de diversité dans le monde microbien qu'il habite. Donc c'est surtout, plus que la quantité, c'est avant tout la qualité du microbiote. Et la plupart du temps, un bon microbiote est synonyme d'un microbiote avec une grande diversité de bactéries. Est-ce que ce microbiome évolue aussi humain, donc évolue au cours de la vie? Alors oui, complètement. Il y a une histoire du microbiome, une histoire naturelle, avec ses premières années qui sont fondatrices pour avoir un microbiote qui soit de qualité, c'est-à-dire qui soit diversifié. Après, pour peu qu'on ait une bonne hygiène de vie, qu'on fasse du sport, ça j'ai pas parlé du sport, mais c'est aussi une façon de préserver sa biodiversité. On arrive à maintenir un certain niveau de biodiversité avec un microbiote qui répond à toutes les fonctions qui lui sont attribuées. Et puis après, en vieillissant, pour plein de raisons, mais souvent on perd de la biodiversité. Alors après, les raisons sont multiples. J'ai cité souvent le fait qu'on est polymédicamenté quand on vieillit. On fait peut-être moins de sport. On s'alimente peut-être moins bien. Donc il y a plein de raisons, plein de facteurs qui s'additionnent et qui expliquent cette perte de biodiversité. Alors, pour l'anecdote, il y a quelques années, dans les toutes premières années, je crois que c'était en 2010, c'était le premier grand congrès international sur le microbiote. Ça se tenait à l'Institut Pasteur, donc il y avait tous les grands pontes du microbiote qui s'étaient réunis là. Et il y avait un Américain qui avait pris la parole, qui avait fait un commentaire qui avait un peu choqué tout le monde, mais en y réfléchissant après coup, je pense en tout cas, ça donnait de la matière à penser. Il avait dit, en gros, en somme, quand on est jeune et en bonne santé, il faudrait conserver son microbiote intestinal, donc en gros garder ses fesses pour nos vieux jours, pour les jours où on commencera à perdre la santé et à perdre le moral. Alors sur le coup, ça avait été un petit peu choquant parce qu'on avait tous en tête voilà ce que ça pouvait supposer. Mais l'idée était là, c'est-à-dire que et alors ce qui est fou, c'est que maintenant on commence à travailler cette solution de greffe autologue. Là, je vous ai parlé de microbiote, de transplantation de microbiote fécal, où on prend un donneur X et on prend ces selles et on les transmet, on les transplante à quelqu'un, un receveur Y. Mais pour certaines prises en charge d'infections dont on sait à l'avance que ça va être des semaines, voire des mois d'antibiothérapie, où on sait qu'il y a un risque avéré de diarrhée à Clostridium difficile, eh bien à l'heure actuelle, ce qu'on propose, alors il faut encore de la recherche, mais c'est de faire des greffes autologues, c'est-à-dire qu'avant de mettre en route l'antibiothérapie, on va récupérer des selles, on les congèle,
Et au moment où le patient sera sous antibiothérapie et qui commencera à avoir une perte de la biodiversité intestinale, on lui fera une autotransplantation. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont peut-être moins choquantes que de prendre des selles de Madame X pour les greffer à Monsieur Y, sachant toutes les fonctions que je vous ai décrites sur le microbiote, ces liens avec le cerveau. On a quand même en tête, on se dit, bon, ça marche, ça a été prouvé par la médecine basée sur les preuves, mais n'empêche, quelles seront les conséquences dans quelques années, on ne sait pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir si, lorsqu'on a une déficience immunitaire, il y a un rapport avec le microbiote. Alors, c'est difficile de répondre à votre question parce qu'en fait, le déficit immunitaire peut venir de plusieurs raisons. Parfois, il y a des origines médicamenteuses. Parfois, on va donner, par exemple, chez des patients qui sont greffés pour éviter le rejet, on va provoquer volontairement la baisse du système immunitaire. Après, si c'est des raisons qui sont non liées aux médicaments, je ne sais pas si vous pouvez être un petit peu plus... Enfin, après, c'est compliqué peut-être, mais c'était une question générale ou vous aviez en tête... C'est-à-dire une déficience immunitaire congénitale de globules blancs qui ne se reproduisent plus ou du moins sont mangés. D'accord. Ah oui, alors d'accord, ça c'est... Alors ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Effectivement, quand il y a une neutropénie, est-ce que derrière ça, il y a une cause qui viendrait du microbiote intestinal ? J'ai rien lu, mais ça ne veut pas dire que c'est pas ça, mais j'ai rien lu en ce sens. C'est souvent plus soit, alors ça peut être des syndromes d'activation macrophagique ou des causes médicamenteuses ou des causes auto-immunes qui peuvent expliquer cette neutropénie. Des causes aussi génétiques, hein. Il y a plein de causes qui peuvent expliquer cette perte de fonction de globules blancs. Après, ce que l'on sait par contre sur microbiote et immunité, c'est que c'est ces deux entités qui sont très très fortement liées. Et on sait qu'en fait le microbiote intestinal, j'ai pas eu le temps de vous en parler, j'ai déjà été très longue et je m'en excuse. Le microbiote intestinal va jouer beaucoup sur l'éducation du système immunitaire. J'ai insisté sur les premières années de vie, mais on sait que en fait notre système immunitaire doit être éduqué. Sinon, quand on est adulte, il peut se retourner contre nous parce que justement, il va détecter plein de choses qu'il va trouver anormales parce qu'en fait, son répertoire de connaissances, on va dire ça comme ça, n'aura pas été suffisamment riche durant les premières années de vie. Et alors, il y a des travaux très intéressants qui ont été conduits par une pneumologue allemande qui s'est intéressée à l'asthme allergique. Et en fait, elle a comparé, avant que l'Allemagne soit réunie, elle avait fait des travaux très intéressants comparant les Allemands de l'Est avec les Allemands de l'Ouest. Et en gros, on avait deux situations un peu caricaturales. Les Allemands de l'Ouest qui viennent d'une société hyper industrialisée, très hygiéniste, versus des enfants élevés dans l'Est de l'Allemagne, élevés... passez-moi l'expression, au cul des vaches. Je dis ça parce que quand elle fait ses présentations, elle montre vraiment une photo de vache avec l'enfant juste à côté. Et en fait, elle a fait ce lien très fort, cette corrélation entre le fait que les enfants qui ne sont pas soumis, on dirait, à de la saleté ou en fait à l'environnement, eh bien, sont finalement plus susceptibles de faire un asthme allergique étant plus vieux. Donc en fait, l'immunité est conditionnée par la rencontre avec plein d'antigènes, hein, et ces antigènes sont beaucoup apportés par des bactéries. Donc en fait, les petits, alors je dis pas qu'il faut leur faire manger du foin, mais c'est bien finalement qu'ils soient au contact de plein de diversité, des animaux, parce que l'environnement, parce qu'en fait tout ça c'est une source de microbes qui sont bénéfiques pour l'éducation de son système immunitaire. Et alors moi j'ai dû être élevée comme ça dans les années 80. En gros, c'était vraiment l'époque de l'hyper-hygiénisme, on stérilisait les biberons, enfin en gros, on faisait tout ce qu'il ne faut absolument pas faire. On privait les enfants de microbes. Voilà. Et grâce à l'étude du microbiote, finalement, on en revient à l'allaitement. J'ai pas parlé de l'allaitement, mais l'allaitement,
Alors on fait des laits maternisés. Sur le plan nutritionnel, c'est excellent, c'est aussi bon que le lait maternel, sauf que ça ne contient pas les bonnes bactéries. Donc l'allaitement, bien sûr, éviter de tout stériliser, ça n'a aucun sens. Limiter les antibiotiques. En gros, dans les années 60-70, on pensait qu'on allait guérir tout le monde avec les antibiotiques. Maintenant, on est quasiment dans l'ère post-antibiotique. Et finalement, il y a un retour de bâton énorme. Et ça, c'est provoqué aussi par ces nouvelles connaissances qu'on a acquises sur le microbiote. Très bien, merci. Donc, il faut envoyer les enfants et vos petits-enfants à la ferme en vacances. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Je descends petit à petit. Allez-y. Merci. Oui, le microbiote est notre deuxième cerveau. Or, le cerveau, pour maintenir en bon fonctionnement, il faut faire du sport notamment. J'aimerais savoir quel genre, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet auprès de sportifs de haut niveau et quel type de sport est, disons, recommandé? Alors, c'est un très, très grand sujet Merci de la question. Je participe à une revue qui s'appelle la Revue des microbiotes, qui est une revue gratuite. Vous pouvez vous la procurer en ligne. Et en fait, on a fait un numéro spécial sur le sport et le microbiote. Et on a interrogé un entraîneur d'une équipe de cyclistes. En fait, effectivement, oui. Alors, les études montrent, pour répondre clairement à votre question, les études montrent qu'une pratique quotidienne du sport, de manière quotidienne ou régulière plutôt, régulière de sport, de manière modérée, permet de maintenir notre biodiversité et permet de maintenir les bonnes bactéries qui ont des propriétés naturelles anti-inflammatoires qui vont faire que votre barrière intestinale va être plus forte, vous maintenez l'intégrité de votre épithélium, etc., etc. Par contre, chez les très grands sportifs, c'est un petit peu ce qu'on dit, hein, l'adage populaire dit le mieux est l'ennemi du bien. Bah, c'est tout à fait ça. Le sport extrêmement intensif, eh bien, c'est pas bon non plus pour le microbiote. Et on observe en fait à l'inverse une hyperinflammation au niveau intestinal avec une perte de la biodiversité. Alors après, ça vient peut-être aussi du fait que les grands sportifs ont un régime alimentaire un peu particulier. Donc après, c'est pas forcément le sport lui-même, mais c'est peut-être aussi tout ce qui entoure le sport et toute l'alimentation qui est censée booster le sportif. Donc je sais qu'actuellement, il y a des entraîneurs qui s'intéressent de très près à l'étude du microbiote pour essayer d'être plus intelligents dans la prise en charge, de leurs grands champions. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la corrélation entre de nombreuses maladies et les dysbioses du microbiote. Je vais y arriver, trop compliqué à dire, je ne sais pas comment vous faites. En bactériologie, on n'a que des noms compliqués. Donc vous êtes entraîné. Comment il y a de nombreuses études qui confirment ça, mais de ce que vous dites, par contre, la question de l'œuf ou la poule, c'est pas encore clair, c'est pas encore résolu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'études? Et si oui, quel type d'études, quel type de protocoles sont mis en place pour savoir chez l'homme si c'est une cause ou un effet? Ah oui, alors là, vous mettez le doigt sur la grande question qui fera qu'on sortira ou pas des choses intéressantes de cette étude du microbiote. En fait, la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, j'ai commencé par vous expliquer qu'on était tous uniques avec notre microbiote. Donc la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'avoir des données qui soient transposables d'un individu à l'autre. Et donc ça nécessite qu'on fasse des études sur des très larges cohortes. Donc ça coûte très cher. Et ça nécessite qu'on fasse des études qui soient extrêmement bien menées. Et donc moi, je suis persuadée qu'il faut qu'on le fasse. Alors actuellement, j'ai dit il y a 330 essais cliniques sur du microbiote. C'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas tant que ça quand on voit le nombre de maladies qui pourraient être touchées par le microbiote. Donc, c'est vrai que moi, en fondant ce centre d'analyse du microbiote au sein de mon hôpital, où c'est vraiment adossé à la recherche clinique, l'idée, c'est de vraiment, parce que souvent c'est compliqué le microbiote et les cliniciens, et d'ailleurs je suis plutôt souvent bluffée par leur capacité de compréhension de tout ça, mais quand même c'est assez compliqué, donc ça nécessite d'avoir accès à des gens qui savent faire l'analyse du microbiote. Donc j'ai l'espoir qu'en proposant ces services aux cliniciens, il y ait plus d'essais cliniques. Donc il faut qu'il y ait plus d'essais cliniques et qu'on fasse des études comme on sait bien les faire sur le plan méthodologique,
avec randomisé, contrôlé, qu'on fasse des suivis au long cours. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. C'est quand vous voulez donner le résultat sur l'efficacité d'un médicament, vous incluez, je ne sais pas, 2000 patients, et puis vous avez votre décompte, et puis c'est terminé. Alors que le microbiote, c'est aussi une affaire au long cours. Donc en fait, il faut pouvoir suivre des patients sur le long cours. C'est-à-dire qu'une action qu'on a à un instant T, on ne verra pas forcément le résultat au jour T+1. Il faut attendre parfois des années. Donc en fait, il faut laisser aussi le temps que ces grandes études se déroulent. Mais il y en a quand même quelques-unes qui ont été menées. Je pense par exemple à l'asthme, où là on a clairement montré chez des tout petits que s'il y avait un microbiote qui était dépourvu en 4 types de bactéries, eh bien, ils étaient plus à risque de faire un asthme allergique. Mais il a fallu quand même suivre les enfants pendant 5 ans. Donc, en fait, oui, il y a des solutions qui vont arriver, mais la difficulté à l'heure actuelle, c'est le temps et c'est l'argent. On sait faire les études. Nous, on est là aussi, microbiologistes, pour conseiller. Mais après, voilà, c'est une question de temps. Donc, c'est difficile de vous faire une réponse générale, mais je pense que quand même, à l'heure actuelle, tout le monde a compris l'intérêt de pouvoir générer ces grandes études. J'aimerais qu'en France, il y ait vraiment une impulsion encore plus forte en termes de recherche sur le microbiome. Les États-Unis, ils ont mis un $500 millions. On est loin du compte en France. Alors, on est un plus petit pays, certes. Après, ça peut se jouer à l'échelle européenne. Mais il faut vraiment qu'on ait des grandes études pour pouvoir donner des choses qui soient relevantes, qui soient fiables, tout simplement. Les études sur une dizaine de patients, c'est bien d'avoir des études pilotes, mais ça ne suffit pas pour après conseiller tout le monde et faire des tests microbiotes. Bonjour, je suis juste à côté. Moi, j'ai une petite question. Dans le cadre de maladies dites psychiatriques, etc., enfin des fonctionnements différents, moi je dirais, il y avait une étude qui avait été faite par M. Montagnier, la mémoire de l'eau. J'entends parler de microbiote, j'entends parler de problèmes de fond. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème en France de problèmes de fond qui vous sont attribués, de budget, parce qu'il y a des firmes pharmaceutiques que ça n'arrangerait pas? La question n'est pas politiquement correcte, mais je pense qu'elle est importante. Non, mais ça ne me dérange pas de l'aborder. Alors, pour avoir quelques discussions avec des firmes pharmaceutiques, c'est sûr, c'est des entreprises qui sont là pour gagner de l'argent, mais c'est pas choquant à partir du moment où tout le monde y trouve son compte. Et à l'heure actuelle, non, c'est pas les firmes pharmaceutiques qui font blocage pour qu'on développe des études sur le microbiome. Bien au contraire, parce qu'en fait, pour être assez clair, il y a des médicaments qui sont maintenant dans le pot commun, donc avec lesquels ils ne font plus d'argent. Et le microbiome, justement, au contraire, est une nouvelle entité qui va apporter plein de développements possibles pour l'industrie pharmaceutique. Donc actuellement, on est beaucoup au niveau académique. Il y a énormément de recherches qui sont faites au niveau académique. Mais justement, l'espoir, c'est qu'après, on puisse en faire des médicaments. Et ça, il y a pour l'instant que les firmes pharmaceutiques qui sont en capacité de le procurer. Donc moi, je pense pas. Alors, je suis pas au sein de l'industrie pharmaceutique, mais d'après les relations que j'ai et les quelques relations que je pense pas qu'ils aient cette vision de vouloir mettre un chapeau sur tout ça et éviter que ça sorte. Au contraire, ils sont plutôt en attente pour pouvoir développer des nouveaux médicaments. Et il y a vraiment, je pense, une source de médicaments très importante à travers ces recherches sur le microbiome. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des probiotiques qui étaient en vente libre pour le microbiote intestinal, et vous avez parlé de vos recherches actuelles sur le microbiote pulmonaire. Et quels seront est-ce qu'il existe déjà des traitements, ou des probiotiques, je ne sais pas comment on les appelle, pour le pulmonaire déjà, et quelles sont les manières de les... Parce qu'une petite gélule probiotique, on voit bien comment ça marche, mais pour les poumons, ce sera peut-être différent en termes de... Oui. Alors, en fait, l'étude que je vous ai présentée, c'était une administration orale. Donc là, en fait, on prend des bactéries qui vont aller au niveau de l'intestin et elles vont faire leur action au niveau intestinal. Mais du fait qu'il y a un axe, une relation, en gros, là, quand vous modifiez
vous produisez certains métabolites au niveau intestinal, ils vont passer par voie systémique et ils vont aller toucher les poumons. Et d'ailleurs, ça se voit aussi avec l'alimentation. Il y a des études qui montrent, par exemple, que chez les patients qui sont bronchopathes chroniques, eh bien, si on fait un régime enrichi en fibres, on va freiner la perte de leur capacité respiratoire. Donc, il y a un lien très fort entre l'intestin et les poumons. Donc, je vous ai montré là le nom de quelques souches, enfin une souche bactérienne en l'occurrence, qui semble être intéressante pour protéger les enfants contre les infections. Donc ça, c'est une action sur l'intestin qui se répercute positivement au niveau du poumon. Donc ça, c'est la première voie d'abord. Et une deuxième voie sur laquelle nous, on est en train de travailler, c'est une voie d'application directe au niveau pulmonaire. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est-à-dire administré, on n'est pas encore à proposer ça comme médicament chez l'homme. Mais voilà, nous, on est persuadés que c'est une façon aussi d'agir localement avec des bactéries qui sera très intéressante. Vous avez peut-être entendu parler du vaccin, il y a un vaccin contre la Covid-19 qui est en train d'être élaboré par voie nasale. Donc c'est vrai que c'est des nouvelles voies pour des médicaments qui semblent être assez intéressants pour traiter tout ce qui est tractus respiratoire. Donc pourquoi pas les probiotiques aussi. Une autre question ? S'il n'y a pas de questions, on va remercier une fois encore Geneviève. Merci beaucoup. Merci.